Bien bonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité en fait. On construit le paradis pour nos futurs descendants. Donc tout le monde peut se faire une idée d'un monde paradisiaque, un monde qui n'a plus, où l'homme n'a plus d'impact négatif sur la planète, où il vit en harmonie avec l'ensemble de la création, où il vit sans peur, sans angoisse, sans inquiétude, sans avoir besoin de consacrer sa vie dans des tâches euh, qui, pour la plupart d'entre nous, sur cette planète, s'apparentent à de l'esclavage, des journées de travail hallucinantes, enfin bref, une vie qui passe sans qu'on s'en rende compte et à laquelle on se réveille à la fin de son existence. Et c'est valable pour les ouvriers comme pour les patrons en réalité, pour les pauvres comme pour les riches, à laquelle on n'a rien compris. Voilà, on voit que le temps est passé, à une allure qu'on n'a pas maîtrisée, qu'on n'a pas compris. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Voilà, c'est peut-être une des plus belles phrases de la chanson populaire française qu'on peut mettre en avant. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, cette, cette façon d'être qui est celle de l'homme constructeur que nous sommes. Nous construisons le paradis et nous n'avons pas droit au paradis parce que pour construire le paradis, il faut être dans cet état de stress, de dominant-dominé, d'oppresseur oppressé, de jalousie, avec toutes les pathologies en fait qui font que l'homme est un loup pour l'homme. L'homme se comporte mal avec ses semblables, on s'opprime mutuellement, on se fait du mal les uns les autres, au lieu de se faire du bien, au lieu d'avoir une vision positive de l'humanité, on a une vision négative. Et tout le travail de la mécanique universelle, mon travail, c'est justement d'essayer d'éclairer tout ce genre de choses. Voilà. Et donc, pour l'éclairer, je m'appuie sur des audios parfois, comme là, par exemple, en l'occurrence, sur une audio d'une émission de France Culture que j'aime beaucoup, qui s'appelle Avec philosophie, et qui est consacrée à Frantz Fanon. Et là, c'est sur le racisme, l'impact du racisme sur le corps humain. Et en fait, c'est l'impact de la souffrance sur le corps humain, l'impact de la domination sur le corps humain. Quelqu'un qui est dans un état de domination, qui vit sous la guerre, les bombardements, la peur des, de groupes armés, etc., qui est dans un état de peur, son corps doit être une souffrance inouïe. Et c'est même étonnant que personne va interroger ces gens qui vivent dans le Congo, par exemple, au Congo, ou dans tous les pays en guerre, en Syrie, en Irak, en Palestine, euh, en Ukraine et ailleurs. Et le nombre d'endroits où il y a ce genre de choses sur la planète, il y a plus de 70% de la population qui vit dans quelque chose qui a un impact négatif sur le corps. La guerre, la pauvreté, la misère, la domination, l'oppression, etc. Et que même en Occident, les gens qui vivent, euh, que les gens appellent, sans parler des sans domicile fixe, mais en même temps, ceux qu'on appelle les cas sociaux, que des gens appellent les cas sociaux, et qui se retrouvent avec des souffrances
finalement inouïe, parce que c'est infernal de vivre avec le RMI, le RSA, je ne sais pas, enfin des choses, d'être dans des existences de souffrance, et on le voit quand on vit, quand on est... on le voit, et on en fait partie. Enfin, moi, j'en fais partie, hein, de ces gens avec une souffrance permanente. Voilà. Un corps qui n'est pas dans, dans la plénitude, tout simplement parce qu'il y a même aussi simplement l'image du monde telle qu'elle est donnée, telle qu'elle nous est donnée. Le nombre de gens qui souffrent physiquement de tout ce qu'ils entendent à la télévision, des, des informations qui sont relayées par les CNews, BFM, etc. Mais ça impacte le corps d'une manière atroce. Donc la souffrance, c'est quelque chose d'assez récurrent dans l'humanité. Et on devrait pouvoir commencer à travailler pour sortir de ça. Alors je pense que dans 2, 3, 4, 5 siècles, on sera sorti de ça. Un être humain, ça sera interdit de donner des conditions de souffrance à un être humain, alors qu'il est là pour jubiler, il est là pour que son corps soit au zénith de ce qu'il est, à tous les âges, qu'il passe un âge de bébé parfaitement, un âge d'enfance le mieux possible, dans le bonheur, dans la joie, la jubilation, la découverte, l'âge d'adolescence, etc., l'âge d'adulte, de passer des vies comme ça sera quelque chose qui sera une obligation. Ça commence avec le bouton, le bonheur comme base de vie, mais ça sera encore plus intense que ça, plus réfléchi, plus posé. On va vers ça, voilà. Et nous, on est les ouvriers de ce paradis. Ben, on n'a pas le droit à ça. On devrait nous donner des médailles. L'humanité qui souffre, là, cette humanité qui souffre, devrait avoir des médailles parce qu'on travaille gracieusement à cette aventure, à ce paradis, sans pouvoir le vivre. Bon, on le vit par moments, des petits instants, de temps en temps, comme ça. Mais c'est pas... euh, rares sont ceux qui peuvent arriver à... Maintenant, les jeunes commencent à comprendre que c'est ça qui est à chercher, et donc ils essayent de se libérer de l'oppression de la société contre eux pour pouvoir vivre leur existence. Ils savent qu'elle est précieuse, qu'ils en ont qu'une et qu'il faut la vivre le mieux possible. Et ça, c'est une pure bénédiction. Alors, je relance cette émission avec philosophie sur laquelle je travaille, de sur le racisme. De Frantz Fanon, médecin, psychiatre. Oui, alors je remonterai même un tout petit peu avant, c'est-à-dire à sa thèse de Merci, psychiatrie. je voulais y venir justement. Oui. C'est une thèse qui porte sur une maladie neurologique et qui montre que cette maladie peut s'exprimer ou non selon une multiplicité de syndromes psychiatriques différents les uns des autres. Et du coup, on prouve qu'il y a donc un écart entre le trouble organique et le trouble psychiatrique. Et c'est une critique en même temps du réductionnisme psychiatrique hérité du 19e siècle, mais qui domine encore lorsque Fanon fait ses études, qui voudrait assigner à chaque trouble psychiatrique une localisation neurologique. Alors il s'agit, je précise pour nos auditeurs, il a fait sa thèse sur la maladie de Friedrich, d'un neurologue allemand, Nikolaus Friedrich. Il a détecté ce trouble en 1863. C'est une ataxie, c'est-à-dire un désordre, un déséquilibre dans les mouvements. Mais Fanon, épaulé certainement, vous allez nous en parler, par des psychiatres qui veulent distinguer de plus en plus l'expression psychiatrique de l'origine organique d'un mal, Paul Girard, Madeleine de Romby, etc., montre dans sa thèse que l'expression psychiatrique de la maladie de Friedrich est extrêmement variable selon les individus, les cultures, l'environnement. Oui, l'environnement familial en particulier.
Et donc, ce qu'il montre dans cette thèse, c'est qu'il y a une sociogénèse aussi de la maladie mentale. Alors, je suis un peu déconnecté parce que je viens d'envoyer un petit message à une amie et qui disait en substance, ça n'a rien à voir avec ça, mais qui disait en substance, enfin, les mouches sont de retour. Et pour moi, je viens de voir des mouches, quelques mouches dans l'appartement parce que j'ai travaillé avec la porte ouverte. Et ben, ça annonce qu'on va vers les beaux jours. Et dans un pays, dans un climat aussi froid, à 1000 mètres d'altitude, ben, c'est une bonne nouvelle de voir les mouches. Donc je suis content qu'elles commencent à volter là autour. Voilà, c'était une petite aparté. Outre l'ontogénèse, enfin le développement de l'individu lui-même, on ne peut pas la considérer indépendamment de son environnement et de systèmes complexes où il y a une réaction en fait de l'environnement à la maladie qui l'amplifie dans telle ou telle direction, etc. Alors tout cela le prépare en fait conceptuellement à percevoir que le regard des médecins sur les travailleurs immigrés nord-africains est un regard qui désespérément essaie de localiser, si on peut dire, le trouble mental et qui est complètement aveugle à la situation socio-culturelle de ces patients. Et cela, il l'emportera avec lui, évidemment, à Blida. C'est tout à fait crucial. Mais je pense que vous voudrez qu'on en parle dans un moment. Oui, alors avant Blida, je crois qu'il est important de dire que, cependant, une autre psychiatrie s'est offerte au regard de Fanon, celle qui a été pratiquée à Saint-Alban, dans le département de la Lozère, où il a en effet séjourné quelque temps, en 1951, 52, 53, je crois, juste avant d'arriver à l'hôpital de Blida en Algérie, auprès du psychiatre ô combien atypique François Tosquel. Je vous propose qu'on en parle un petit peu. Alors c'est à côté, mais c'est dans pas très le loin d'ici film justement. Qui vient d'être réalisé par Jean-Claude Barny, qu'on peut voir en ce moment au cinéma, où Fanon est interprété par Alexandre Bouillet, eh bien, on entend cette référence à François Tosquel à un moment précis où un étudiant arrête Fanon et lui dit qu'il veut travailler avec lui, notamment parce qu'il sait qu'il a rencontré François Tosquel. Écoutez. Docteur, monsieur Fanon. Soyez bref, je n'ai pas le temps. D'accord, je m'appelle Jacques Azoulay, je suis interne et je veux rejoindre votre équipe. Je travaille avec vous. Et qu'est-ce qu'on dit de moi à la fac d'Alger? On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée. Et que personne ne veut travailler avec vous, sauf les Algériens. En somme, vous venez à mon secours. Non. C'est vrai que vous avez travaillé avec Tosquel à Saint-Alban? C'est lui qui m'a appris mon métier, oui. Vous voulez devenir psychiatre? En fait, moi, au départ, je voulais plutôt faire philo. Mais mes parents pensent que c'est pas un vrai métier. Alors que médecin, oui. Et qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vos parents? Ils sont ailleurs. Intéressant, ça. Alger? Oui. Eh bien, vous me donnerez leur adresse. D'accord. Vous commencez demain. Jean Khalfa, qui était François Tosquel? Alors, c'est un personnage d'une complexité et d'une histoire extraordinaire. Donc, c'est un psychiatre catalan qui, durant la guerre civile, rejoint les Républicains et qui organise des services de santé mentale pour les Républicains et qui, dans ce cadre-là, développe une psychiatrie alternative que bientôt on appellera la psychiatrie institutionnelle, puisque c'est une psychiatrie qui vise à réformer l'institution. C'est l'institution, vue du point de vue de Tosquelles, qui est malade et qu'il faut soigner, puisqu'elle produit en fait ou amplifie les maladies mentales. Donc Tosquelles développe une multiplicité de techniques qu'on a aussi appelé social thérapie, où il essaie de rendre de l'autonomie aux patients en les rendant responsables de la gestion des institutions dans lesquelles ils sont placés, et donc de créer
une sorte de micro-société au sein de l'hôpital qui deviendra le moyen de leur émancipation. Et suite à la défaite donc, des Républicains, ils se retrouvent en France, il y a une multiplicité de péripéties, et il est caché pendant la guerre à l'hôpital de Saint-Alban, à la demande de Paul Balvet, qui le dirige à ce moment-là, et qui ensuite d'ailleurs recommandera à Fanon d'aller travailler avec lui. Et après la guerre, il devient directeur donc, de l'hôpital de Saint-Alban, et c'est là qu'il développe cette social thérapie. C'est-à-dire qui consiste en une multiplicité de techniques, mais Fanon d'ailleurs a publié avec Tosquelles 3 articles qui résument assez bien leur pratique. Si on peut dire, le fondement de leur pratique, c'est que la maladie mentale est en fait une reconstruction fautive de la personnalité suite à un choc initial, qui est souvent le choc neurologique. Et la première étape, c'est donc nécessairement la dissolution de cette personnalité fautivement reconstruite en autant de... Donc c'est ce choc que l'humanité cherche à éviter de plus en plus avec la psychologie de l'enfance, l'éducation, la surveillance des enfants, etc. Tout ça, c'est quelque chose que nous finirons par éviter. Et donc, alors évidemment, il y aura beaucoup moins d'Antonin Artaud, peut-être de Picasso, d'artistes, quoi, hein, de Van Gogh, de gens qui parviennent à transcender des souffrances et à en faire quelque chose en faire de l'art, en somme, à faire du bien avec le mal vécu. Avec un mal vécu, ils arrivent à faire quelque chose, une œuvre d'art. Voilà. Et donc, beaucoup d'artistes sont dans ce genre-là. Et l'art, évidemment, c'est un des moteurs de l'évolution de l'humanité. Donc, tout ça, c'est important. C'est pour ça que je pense qu'il faudra encore quelques siècles pour arriver à vraiment diminuer considérablement l'impact des traumatismes d'enfance, des terreurs qu'on peut vivre, etc., dans l'humanité. Il faudra quelques siècles parce qu'on a besoin de ces déséquilibres pour aller vers la perfection. De structure mentale que nous avons de maladies. Et pour cela, ils emploient les électrochocs, les cures de Sackel, les j'ai connu l'époque où il y avait les électrochocs, mais je crois qu'il y a encore des électrochocs. Cette personnalité doit être reconstruite. Alors, elle est reconstruite par une multiplicité d'interventions. Psychothérapie, individuelle ou en groupe. Ils sont pionniers de la drama therapy, mais aussi participation à la gestion, à l'organisation et à la gestion de l'hôpital. Donc à l'hôpital de Saint-Alban, les malades publient un journal, le publient physiquement, l'impriment. On dit d'ailleurs que Tosquelles, fuyant l'Espagne, avait amené avec lui la thèse de Lacan, et qu'un des premiers travaux des malades, ça avait été d'imprimer plusieurs exemplaires de la thèse de Lacan. Vous voulez parler du texte de Lacan 1932 pour sa première édition, de la psychose paranoïaque, voilà, dans ses rapports avec la personnalité, c'est ça? Voilà, qui a marqué à la fois Tosquelles et Fanon. Donc, ils impriment un journal, ils ont toutes sortes d'activités, ils travaillent. L'hôpital de Saint-Alban est totalement intégré à son environnement, qui est un environnement très rural, évidemment. Ils organisent des fêtes. On a beaucoup de documents sur cette période, des petits films, etc., où on voit que les malades partent en excursion le week-end avec les paysans, les enfants, etc. Donc il y a un univers qui est reconstruit au sein de l'hôpital. Et l'idée est que petit à petit, les malades regagnent une certaine autonomie que la maladie mentale leur avait ôtée et que les asiles psychiatriques classiques n'avaient fait que nier.
renforçant en fait la maladie. Ce qui est une thèse dominante à l'époque déjà, qui avait été développée à la fin du 19e siècle. On s'était aperçu que l'enfermement en fait exacerbait les symptômes. Donc Antoine Tosquelles, donc, pardon, j'ai dit Tosquelles comme beaucoup le disent, mais vous dites Tosquelles en rappelant évidemment son origine catalane, c'est sans doute plus correct, est un précurseur de cette psychothérapie. Et qu'est-ce qu'on fait de ces pathologies, de ces malades mentaux que la société actuelle, qu'est-ce qu'elle fait avec ces souffrants? Voilà, ça serait plutôt de les appeler des souffrants en réalité. On sait qu'ils sont dans la rue, on sait qu'ils vivent, que le système n'a pas les moyens, alors que 30 ou 40 ans avant, à l'époque justement de Tosquelles, à l'époque de Fanon, l'État, dans les 30 Glorieuses, qui était un État qui était beaucoup plus qui était moins libéral qu'aujourd'hui, on va dire, il donnait les moyens. Le système avait les moyens de soigner le monde. Et là, on voit à quel point ils sont démunis, ils sont abandonnés. Les gens qui souffrent comme ça, pour une grande part, sont abandonnés. C'est une honte, quoi. C'est vraiment... On voit à quel point le libéralisme, quand il est tout puissant, il est d'un égoïsme forcené. Il s'occupe que de lui, il s'occupe que des dominants, que du système dominant, et il méprise tout ce qui est en dessous. C'est un système colonial, qui méprise, narcissique donc, qui méprise ce qui est en dessous et qui vénère ce qui est au-dessus, qui bade ceux qui semblent avoir du pouvoir, et ceux qui n'en ont pas, ils sont laissés à l'abandon. Social, institutionnel, changer l'hôpital avant d'envisager un hôpital capable de soigner. Et c'est précurseur, puisque c'est plus tard seulement. Souvent, on fait référence à Félix Guattari à la Borde, mais ça arrivera plus tard, et c'est un prolongement. Ils étaient nombreux, en fait, tous ces chercheurs psychiatres qui voulaient faire évoluer les choses. Oui. De cet héritage important au moment où Fanon arrive à Blida, en Algérie, en novembre 1953. Il a vu tout cela, il a vu la médecine et la psychiatrie française dans ce qu'elle a de plus dogmatique et traditionnel. Il a aussi vu des innovations assez extraordinaires pour l'époque. Oui, il a mis en place donc ces innovations extraordinaires dans la mesure où le fait, par exemple, d'organiser des matchs de football entre patients et infirmiers avait apparemment un caractère anecdotique, en réalité transformait profondément les patients et aussi les infirmiers, de sorte que le regard sur l'autre changeait radicalement, et que là, ce patient qu'on voyait à peine, qui était quasiment transparent, devient une personne humaine. Et donc, c'était essentiel de comprendre le caractère proprement révolutionnaire. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il a été ainsi très vite combattu. Et alors, il y avait aussi cette désinstitutionnalisation. Il a été donc parmi les premiers aussi à proposer que les patients sortent de l'hôpital, qu'ils puissent se promener, qu'ils puissent prendre un café ensemble à l'extérieur de l'hôpital. C'est la désinstitutionnalisation qui a été d'ailleurs développée après par l'antipsychiatrie. D'ailleurs, on peut dire que Frantz Fanon a été un précurseur de l'antipsychiatrie, qui a, comme vous le savez, beaucoup insisté sur les liens entre la maladie mentale, le pouvoir politique et les structures politiques. Et ce qui me semble intéressant aussi à souligner, c'est que lorsque on baigne dans cette croyance dans la supériorité de l'homme européen, et que on travaille à l'hôpital Blida
sur la réhumanisation, parce que c'est évidemment, donc ça, il utilise beaucoup ce mot de On a compris. Déshumanisation donc des patients par le système colonial. Donc cette réhumanisation qui est faite... C'est la déshumanisation de tout le monde, en réalité, par le système colonial. Le système colonial déshumanise complètement celui qu'il colonise. Ça, voilà, les Arabes en Algérie, etc. Et c'est valable encore aujourd'hui pour les endroits qui sont colonisés. Les peuples, les sociétés qui sont colonisées. Et il faudra en venir à bout, mais voilà, c'est une sorte d'avancée vers le pire. On sent bien que c'est un petit peu comme si le pire s'imposait là, comme un dernier baroud d'honneur, de déshonneur, de malheur, avant d'être écarté de l'humanité, en somme. Et c'est le néolibéralisme qui engendre tout ça actuellement. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis merci et puis n'hésitez pas, si vous voulez participer, à envoyer un petit message. Merci, au revoir.